Bonjour esprit curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel. Vous êtes-vous déjà demandé combien des grandes œuvres de l'histoire ont été écrites par des mains qui devaient rester cachées? Et si je vous disais que certains des auteurs les plus célébrés de la littérature n'étaient pas qui ils prétendaient être? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés du monde littéraire. L'histoire de la façon dont la voix de la femme a émergé, non pas par un cri, mais par un murmure ingénieux, une stratégie brillante née de la nécessité et de l'oppression. Une histoire d'identité déguisée, de risques et de triomphes monumentaux. Ceci est la chronique de ces écrivaines qui, pour être lues, ont dû tromper le monde entier en adoptant des noms d'hommes. Préparez-vous à découvrir la véritable identité derrière certaines des plumes les plus importantes de l'histoire. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous allez voir. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour les générer. Considérez-les donc comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte ou littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour que vous puissiez laisser votre imagination s'envoler avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre l'ampleur de leur exploit, nous devons d'abord voyager au 19e siècle. Imaginez une société où le rôle de la femme était strictement défini. Sa place était le foyer, son but le mariage et la maternité. La sphère publique, le monde des idées, de l'art et de la politique, était un club exclusivement masculin. Dans ce contexte, l'idée d'une femme écrivaine était, pour beaucoup, ridicule et même contre nature. La créativité intellectuelle était considérée comme une qualité masculine. Les critiques de l'époque rejetèrent souvent les œuvres de femmes comme de simples divagations sentimentales, manquant de la profondeur et du sérieux du génie masculin. Le critique George Henry Lewes, par exemple, est allé jusqu'à écrire que les femmes ne pouvaient exceller dans le roman que par leur capacité au détail et à l'émotion, mais qu'elles manquaient de la capacité d'abstraction nécessaire à la grande littérature. C'était une barrière invisible mais incroyablement solide, bâtie sur des préjugés et des attentes sociales. Alors, que pouvait faire une femme avec une histoire qui brûlait en elle, avec un intellect qui refusait d'être réduit au silence? La réponse fut l'une des stratégies les plus efficaces et audacieuses de l'histoire littéraire, l'utilisation d'un pseudonyme masculin. Ce n'était pas un simple changement de nom, c'était la création d'un alter ego. Ce pseudonyme était une armure, un bouclier qui leur permettait d'envoyer leurs manuscrits aux éditeurs sans qu'ils soient immédiatement écartés du simple fait de porter un nom féminin. Il leur garantissait que leur œuvre serait jugée sur son mérite et non sur le genre de celle qu'il avait écrite. C'était une porte d'entrée vers un monde qui leur était interdit. Le cas le plus emblématique est peut-être celui des sœurs Brontë. En 1847, elles ont publié leurs romans sous les noms de Currer, Ellis et Acton Bell. Elles ont choisi des prénoms délibérément ambigus qui ne sonnaient ni clairement masculin ni féminin afin de se protéger des préjugés. Le succès fut immédiat et retentissant. Charlotte Brontë, sous le nom de Currer Bell, a publié Jane Eyre. Emily, sous celui d'Ellis Bell, nous a offert Les Hauts de Hurlevent. Et Anne, en tant qu'Acton Bell, Agnès Grey. Le public et la critique furent fascinés par la force et la passion de ces œuvres, supposant que seul un homme aurait pu les écrire avec une telle véhémence. Les spéculations sur la véritable identité des frères Bell devinrent le sujet de toutes les conversations dans le monde littéraire londonien. Qui étaient ces génies mystérieux? La révélation qu'il s'agissait de 3 sœurs, filles d'un pasteur d'une paroisse reculée, causa une commotion monumentale. Le subterfuge avait fonctionné à la perfection, mais les Brontë n'étaient pas seules. De l'autre côté de la Manche, en France, Amantine Aurore Dupin devint l'une des figures littéraires les plus importantes de son temps, sous le nom de George Sand. Non seulement elle écrivit des romans, mais elle vécut sa vie en défiant toutes les conventions sociales. George Sand adopta des vêtements masculins et un nom d'homme pour pouvoir se déplacer librement dans Paris, pour accéder à des lieux et des cercles intellectuels interdits aux femmes. Son pseudonyme n'était pas seulement une signature, c'était un passeport pour la liberté, une déclaration selon laquelle son génie n'avait pas de genre. Et puis, il y a le cas de Mary Ann Evans, qui devint sans doute la romancière la plus importante de l'ère victorienne sous le nom de George Eliot. Elle choisit ce nom pour s'assurer que son œuvre, profondément philosophique et psychologique, serait prise au sérieux dès le départ. Mary Ann Evans était déjà une éditrice et traductrice reconnue, mais elle savait qu'en tant que romancière, son travail serait catalogué. Sous le nom de George Eliot, elle écrivit des chefs-d'œuvre comme Middlemarch, que Virginia Woolf décrirait plus tard comme l'un des rares livres anglais écrits pour des gens adultes. Le monde la salua comme un génie masculin. Le choix du pseudonyme n'était pas fortuit. Le prénom George appartenait à son compagnon, George Henry Lewes, et Eliot était, selon elle, un bon mot facile à prononcer. C'était une construction délibérée, une marque conçue pour le succès dans un marché littéraire dominé par les hommes. Ce phénomène ne se limita pas à l'Europe.
Bien que la documentation soit plus rare, nous avons des indices de lutte similaires à travers le monde. En Inde, au XIXe siècle, par exemple, des femmes comme Krupabai Satyanandan écrivaient sur les dures réalités de la vie féminine, défiant les normes de leur propre culture. Au Japon, pendant l'ère Meiji, des autrices comme Iguchi Ichiyo ont écrit sur la vie des femmes en marge de la société. Bien qu'elles n'aient pas utilisé de pseudonymes masculins de la même manière, elles ont fait face à une immense pression pour se conformer au rôle traditionnel et leur écriture fut un acte de rébellion. En Amérique latine, des autrices comme l'Argentine Juana Manuela Gorriti ou la péruvienne Clorinda Matto de Turner ont également défié les conventions. Elles ont écrit sur des sujets politiques et sociaux, souvent sous un examen minutieux féroce, ouvrant la voie aux futures générations d'écrivaines sur le continent. Cependant, l'utilisation du pseudonyme masculin comportait un coût personnel et psychologique énorme. Imaginez la douleur d'entendre des éloges adressés à votre alter ego masculin, sachant que la même louange vous serait refusée s'il connaissait votre véritable identité. C'était une forme de schizophrénie créative. Charlotte Brontë écrivit sur la nécessité de se cacher comme un fardeau. C'était une tension constante, la peur d'être découverte, la peur que son succès s'évapore si le monde connaissait la vérité. Elles vivaient avec la crainte que leur génie soit invalidé par leur genre. De plus, il y avait la frustration de ne pas pouvoir participer pleinement à leur propre succès. Pendant que Currer, Ellis et Acton Bell étaient célébrés dans les salons de Londres, les sœurs Brontë restaient dans leur lointain presbytère, invisibles pour le monde qui les acclamait. La révélation de leurs identités provoquait souvent une réaction violente. Lorsque l'on apprit que George Eliot était une femme, certains critiques se sont rétractés de leurs éloges. La même œuvre, qu'ils considéraient auparavant comme un sommet de l'intellect, fut soudainement réexaminée et critiquée pour son sentimentalisme féminin. Cela démontre que le pseudonyme n'était pas seulement un outil de marketing. C'était une expérience sociale qui a exposé la profonde hypocrisie de la critique littéraire. Cela a prouvé, sans aucun doute, que le préjugé de genre était réel et qu'il aveuglait le monde face au talent de la moitié de la population. Pensez-y un instant. Le succès massif de ces autrices sous des noms masculins fut la preuve irréfutable de leur talent. Ils ne pouvaient pas soutenir que leurs livres étaient mauvais, car ils les avaient déjà célébrés. La seule variable qui changeait était le genre, et cela exposait tout. Le triomphe de ces femmes ne fut pas seulement de publier. Leur véritable triomphe fut de briser le moule. Ce fut de prouver que la voix d'une femme pouvait être aussi puissante, aussi philosophique et aussi universelle que celle de n'importe quel homme. Chaque livre vendu était un coup porté au mur du patriarcat. Elles ont ouvert une porte qui ne pourrait plus jamais se refermer complètement. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, nous voyons une nouvelle vague d'écrivaines qui, bien que toujours confrontées à des obstacles, ne ressentaient plus le besoin absolu de se cacher. La bataille n'était pas terminée, mais un terrain crucial avait été gagné. Pensons à Virginia Woolf. Elle a profondément réfléchi à cet héritage dans son essai « Une chambre à soi ». Elle a soutenu qu'une femme a besoin d'indépendance financière et d'un espace propre pour pouvoir créer. Elle était une héritière directe de la lutte des Brontë et de George Eliot. Woolf a imaginé une sœur fictive de Shakespeare, nommée Judith, dotée du même talent que son frère mais privée de toutes ses opportunités, condamnée au silence et à l'oubli. Cette figure représentait toutes les femmes dont le génie s'est perdu dans l'histoire faute d'opportunités. Les écrivaines du XIXe siècle ont refusé d'être Judith Shakespeare. Au lieu d'accepter le silence, elles ont trouvé une faille dans le système. Leur utilisation de pseudonymes fut un acte de subversion brillante. Elles n'ont pas demandé la permission d'entrer dans le canon littéraire, elles se sont faufilées par la porte de derrière et l'ont redéfini de l'intérieur. L'héritage de ces femmes est incalculable. Non seulement elles nous ont laissé des romans immortels, mais elles ont changé les règles du jeu. Elles ont démontré que le talent n'a pas de genre et qu'une voix puissante, d'où qu'elle vienne, finira par trouver le moyen d'être entendue. Leur subterfuge fut, en réalité, un acte de profonde honnêteté intellectuelle. Elles nous ont enseigné que les barrières les plus imposantes peuvent souvent être contournées avec ingéniosité et courage. Car parfois, pour changer le système, il faut d'abord apprendre à jouer avec ses règles, même si cela signifie porter un masque. La prochaine fois que vous lirez Jane Eyre ou Middlemarch, rappelez-vous l'histoire qui se cache derrière le nom sur la couverture. Rappelez-vous Charlotte Brontë et Marianne Evans, des femmes qui ont lutté non seulement avec leurs personnages, mais avec le monde entier pour le simple droit de raconter leurs histoires. Leur triomphe est un rappel que la littérature est un champ de bataille où se livrent des guerres silencieuses pour la représentation, l'identité et la vérité. Et elles, sans aucun doute, furent certaines de ces plus grandes et astucieuses générales. Leur lutte, bien qu'initiée au XIXe siècle, continue de résonner aujourd'hui. Chaque fois qu'une nouvelle voix féminine émerge dans la littérature, la science ou tout autre domaine dominé par les hommes, elle suit le chemin qu'elles ont ouvert avec tant d'efforts et de sacrifices.
Il ne s'agissait pas seulement d'écrire des romans, il s'agissait d'affirmer leur humanité et leur intellect dans un monde qui les leur refusait. C'était une révolution silencieuse, menée avec de l'encre et du papier au lieu d'armes, mais avec un impact tout aussi profond et durable. L'histoire de ces autrices nous oblige à nous demander combien de chefs-d'œuvre ont été perdus à jamais, combien de Jane Eyre et de Aude de Hurlevent n'ont jamais vu le jour parce que leurs autrices n'ont pas eu l'opportunité, le courage ou les moyens de défier le système. C'est une perte que nous ne pourrons jamais quantifier, un silence dans l'histoire qui nous rappelle l'importance d'écouter toutes les voix, surtout celles qui ont été systématiquement marginalisées. La lutte de ces pionnières nous a laissé un héritage inestimable et un avertissement crucial. En résumé, le pseudonyme masculin fut bien plus qu'un stratagème. Ce fut un passe-partout, un outil d'infiltration dans le bastion de la culture masculine. Ce fut le cheval de Troie littéraire qui permit aux femmes non seulement d'entrer dans la cité fortifiée, mais de la conquérir de l'intérieur avec la force de leurs mots. Elles ont démontré que le génie ne dépend pas des chromosomes et qu'une histoire puissante transcende toute étiquette que la société tente d'imposer. Elles nous ont enseigné que la véritable identité d'un auteur ne réside pas dans son nom, mais dans la vérité et la beauté qu'il est capable de transmettre. Il est fascinant de voir comment la société de l'époque, si obsédée par la nature des genres, fut complètement dupée. Ils louèrent la force masculine et la logique virile dans les écrits des Brontë et d'Eliot, pour découvrir ensuite que ces qualités provenaient de femmes. Ce fut une déconstruction involontaire de leurs propres préjugés. Pensons à l'impact à long terme. En étant acceptées dans le canon sous leur pseudonyme, elles ont assuré leur place dans l'histoire. Lorsque leurs véritables identités furent révélées, il était déjà trop tard pour les effacer. Elles avaient assuré leur immortalité littéraire, obligeant le monde à accepter que les femmes pouvaient, en effet, être des génies littéraires. De plus, cette stratégie n'a pas seulement bénéficié aux autrices, elle a également enrichi la littérature universelle. Elles ont apporté des perspectives et des expériences qui avaient été ignorées. Elles ont écrit sur la vie intérieure des femmes, leurs frustrations et leurs désirs, avec une honnêteté qui n'était possible que sous le voile de l'anonymat. L'ironie est délicieuse. Pour pouvoir écrire leur vérité la plus intime en tant que femmes, elles durent prétendre être des hommes. Le masque leur a donné la liberté d'être elles-mêmes sur le papier, une liberté que la vie réelle leur refusait. Leurs romans sont, à bien des égards, les autobiographies émotionnelles qu'elles n'auraient jamais pu publier ouvertement. Ce phénomène nous enseigne également sur le pouvoir de la perception. Un manuscrit sans nom n'est qu'un ensemble de mots, mais ajoutez-y un nom masculin au XIXe siècle et il devient une œuvre au potentiel génial. Ajoutez-y un nom féminin et il devient un passe-temps. Elles ont exposé cette dynamique ridicule mais puissante. Le courage qu'il fallait pour cela ne doit pas être sous-estimé. Il n'y avait aucune garantie de succès. Elles risquaient le ridicule et l'ostracisme si elles étaient découvertes. Chaque lettre envoyée à l'éditeur, chaque pseudonyme choisi était un acte de foi en leur propre talent et un pari contre un système conçu pour les faire échouer. Et elles ne faisaient pas seulement face au système, mais aussi à leurs propres doutes, inculqués par la société elle-même. La question « suis-je assez bonne ?» les tourmentait sûrement, mais leur désir de créer fut plus fort que la peur et le doute. C'est la véritable marque d'un artiste. L'histoire de leur lutte est aussi une leçon sur l'importance des alliés. Des hommes comme l'éditeur George Smith, qui a parié sur Jane Eyre, ou George Henry Lewis, qui a soutenu inconditionnellement Mary Ann Evans, ont joué des rôles cruciaux. Ils ont démontré que la lutte pour l'égalité n'est pas seulement l'affaire des opprimés. Au final, leur histoire est profondément optimiste. C'est la preuve que le talent, comme l'eau, trouve toujours une fissure par laquelle s'écouler. Il peut être endigué, dévié ou ignoré pendant un certain temps, mais finalement la pression est trop forte et il se fraye un chemin avec une force imparable. La bravoure de ces femmes a revendiqué leur voix, même de manière dissimulée, a jeté les bases des mouvements ultérieurs. Le suffragisme et la première vague du féminisme au début du XXe siècle ont puisé dans l'audace intellectuelle de ces pionnières littéraires. La révolution culturelle précède souvent la politique. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, l'écho de leur lutte perdure. Des autrices comme J.K. Rowling ont initialement publié sous le nom de J.K. pour attirer un public masculin jeune. Bien que le contexte soit différent, la stratégie sous-jacente de neutraliser le genre pour éviter les préjugés démontre que la bataille n'est pas entièrement terminée. Elle nous oblige à être des lecteurs plus critiques, à nous demander qui raconte les histoires que nous consommons et quelle voix pourrait faire défaut. Elle nous invite à chercher dans les marges, à découvrir les autrices oubliées et à réévaluer le canon que nous avons hérité, un canon qui, comme nous l'avons vu, n'a pas toujours été honnête sur ses origines. L'histoire de la littérature est bien plus riche et complexe que ce qu'on nous présente souvent. Ce n'est pas une ligne droite de grands hommes, mais une mosaïque complexe de voix,
certaines criant, d'autres chuchotant, et certaines, comme celle de nos héroïnes, parlant à travers un déguisement ingénieusement construit. Leur héritage est une invitation à l'audace. À tous ceux qui sentent que leur voix n'est pas entendue, que leur perspective est ignorée, l'histoire des écrivaines du 19e siècle leur dit « Trouve ton pseudonyme, ta stratégie, ta faille dans le mur. Le monde a besoin d'entendre ce que tu as à dire. » Elles ne cherchaient pas la célébrité personnelle au sens moderne. Elles cherchaient quelque chose de bien plus fondamental, la validation de leur travail et de leur intellect. Le fait qu'elles aient été prêtes à renoncer au crédit personnel pour leur chef-d'œuvre démontre la pureté de leur motivation. C'était l'art pour l'art. Et bien que nous parlions de subterfuge dans un sens plus profond, ce furent les gardiens de la culture qui se sont trompés eux-mêmes avec leurs préjugés. Les autrices leur ont simplement présenté la vérité de leur talent de la seule manière dont ils étaient disposés à l'accepter, enveloppés dans une fiction. L'histoire de George Sand, par exemple, va bien au-delà de la littérature. Elle est devenue un symbole de la libération féminine. Ses relations avec des figures comme Chopin, son mode de vie indépendant et son activisme politique l'ont transformée en une figure véritablement révolutionnaire, bien plus qu'une simple romancière. Cette période fut un creuset où se forgea l'identité de l'écrivaine moderne. Elles sont passées d'une anomalie à une force avec laquelle il fallait compter. Chaque livre publié, chaque critique positive reçue sous un faux nom affaiblissait un peu plus la structure du patriarcat littéraire. L'impact sur les lectrices de l'époque dut également être profond. Même si elles ne connaissaient pas la véritable identité des auteurs, les histoires d'héroïnes complexes et intelligentes comme Jane Eyre ou Maggie Tulliver dans Le moulin sur la flosse d'Eliot leur offrirent des modèles de comportement et une validation de leurs propres expériences intérieures. Ainsi, leur influence s'est étendue en cercles concentriques. Premièrement, en trompant les éditeurs. Deuxièmement, en captivant la critique et le public. Et troisièmement, en inspirant les lectrices et les futures écrivaines. Ce fut une opération de changement culturel à grande échelle, exécutée avec une précision étonnante. La pression pour maintenir le secret était immense. Dans une lettre, Charlotte Brontë suppliait son éditeur de garder son identité secrète, décrivant la célébrité comme quelque chose qui la dépouillerait de l'ombre, où elle pouvait travailler en paix. L'anonymat n'était pas seulement un bouclier, mais aussi un sanctuaire créatif. Quand la vérité sur George Eliot éclata, le choc fut double. Non seulement c'était une femme, mais en plus elle vivait ouvertement avec un homme marié, George Henry Lewes. Elle a défié les conventions non seulement sur la page, mais dans sa propre vie, démontrant une cohérence radicale entre sa pensée et son existence. Aujourd'hui, où nous tenons pour acquise la présence de femmes dans tous les domaines de la culture, il est crucial de se tourner vers le passé et d'honorer ces pionnières. Elles n'ont pas emprunté un chemin déjà tracé, elles l'ont construit elles-mêmes à travers un territoire hostile, avec l'ingéniosité comme boussole et le talent comme seule arme. Leur histoire nous enseigne que le progrès n'est pas inévitable. Il est le résultat d'actes individuels de courage, de personnes qui osent imaginer un monde différent et qui sont prêtes à tout risquer pour le concrétiser. Elles n'ont pas attendu que le monde change, elles l'ont changé elles-mêmes, un mot à la fois. Ce voyage à travers l'histoire littéraire nous montre comment la voix féminine, autrefois réprimée et forcée de se cacher, est devenue l'une des forces les plus transformatrices de la culture moderne. Son émergence ne fut pas un événement, mais un processus, une lutte constante et courageuse. La prochaine fois que vous verrez un nom d'auteur sur un livre, prenez une seconde. Pensez à la personne derrière ce nom, aux luttes qu'elle a pu affronter pour que ces mots parviennent jusqu'à vous. L'histoire de la littérature est pleine de fantômes, de héros et de secrets. Se souvenir de ces femmes n'est pas seulement un acte de justice historique, c'est une source d'inspiration. Cela nous rappelle que les limitations que nous percevons sont souvent des constructions sociales et qu'avec la bonne stratégie et une volonté inébranlable, elles peuvent être défiées et surmontées. La littérature mondiale serait infiniment plus pauvre sans leur contribution, sans la complexité psychologique de George Eliot, la passion gothique des Brontë ou le romantisme social de George Sand. Elles n'ont pas seulement gagné une place à la table, elles ont aussi changé le menu pour toujours. Leur triomphe final ne fut pas lorsque leur identité fut révélée, mais le fait que, même après la révélation, leurs œuvres perdurèrent. Elles se sont avérées si puissantes que même le préjugé le plus enraciné n'a pas pu les faire tomber une fois qu'elles s'étaient établies. Le génie, une fois libéré, est imparable. Ce fut une guerre d'usure. Chaque exemplaire vendu, chaque lecteur ému était une petite victoire. Et ces petites victoires, accumulées au fil des décennies, ont provoqué un changement sismique dans la perception culturelle du génie et de la créativité. L'histoire du pseudonyme masculin est une leçon magistrale sur le pouvoir, les préjugés et l'incroyable résilience de l'esprit créatif humain. C'est un chapitre essentiel non seulement dans l'histoire de la littérature, mais dans l'histoire de la lutte pour l'égalité.
Des Brontë dans leur lointain presbytère du Yorkshire à George Sand au cœur de Paris, ces femmes ont formé une sororité non déclarée. Séparées par la géographie, mais unies par un but commun, changer le monde avec leurs mots, même si cela devait être en secret. Leur vie et leurs œuvres sont un témoignage du pouvoir transformateur de l'art. L'art comme refuge, comme arme et comme outil pour forger une nouvelle réalité. Elles nous ont enseigné que pour réécrire les règles de la société, parfois, il faut d'abord écrire un grand roman. Et ainsi la voix de la femme a émergé. Non pas comme un cadeau accordé, mais comme un droit conquis par l'ingéniosité, la persévérance et un talent si indéniable que même l'anonymat n'a pu le contenir. Leur héritage n'est pas seulement dans les bibliothèques, il est en chaque personne qui ose élever la voix contre le silence. Au final, ces autrices n'ont pas seulement écrit des romans. Elles ont écrit un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité, un chapitre dans lequel la voix de la femme ne pouvait plus être ignorée. Un chapitre que nous lisons encore et, espérons-le, continuons aujourd'hui. La prochaine fois que tu douteras de ta propre voix, souviens-toi de ces géantes. Souviens-toi qu'elles ont fait face à un monde qui leur disait qu'elles ne pouvaient pas, ne devaient pas, n'étaient pas capables. Et leur réponse fut d'écrire certaines des œuvres les plus immortelles de tous les temps. Que leur audace soit ton inspiration. Le subterfuge fut leur méthode, mais la vérité fut leur message. Et cette vérité, celle de l'expérience humaine racontée avec honnêteté et brio, est ce qui les rend éternelles. Le nom sur la couverture est temporaire, mais l'empreinte qu'elles ont laissée dans l'âme de leurs lecteurs est pour toujours. En conclusion, l'émergence de la voix de la femme dans la littérature à travers des pseudonymes masculins n'est pas une note de bas de page dans l'histoire. C'est l'une de ses intrigues centrales, une histoire d'espionnage intellectuel et de rébellion créative qui révèle autant sur la société qui l'a rendue nécessaire que sur les femmes brillantes qui l'ont menée à bien. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage profond et révélateur à travers l'histoire secrète de la littérature. Ce fut un honneur de partager ces histoires de bravoure et de génialité avec vous tous, esprits curieux. Si cette histoire vous a inspiré ou vous a fait réfléchir, j'adorerais avoir votre avis. Quelle autre autrice connaissez-vous qui ait défié les normes? Laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si vous ne voulez pas manquer d'autres secrets cachés dans l'histoire et la littérature, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.